Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, comme chaque samedi à la même heure sur France Info Radio, sur France Info Télé. À mes côtés, comme chaque samedi, Yannick Halimi, bonjour. Bonjour Mathéo. Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Vous posez, Yannick, la première question, comme de coutume, à notre invité ce matin, Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et l'un des 4 candidats à la présidence du parti. Olivier Faure, bonjour. Une première question assez générale, mais qui est bien dans l'air du temps. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, qu'Emmanuel Macron va trop vite dans son rythme de réforme, ou est-ce qu'au contraire, il a raison de ne pas faire comme François Hollande, qui a peut-être perdu une année au début de son quinquennat? Quel est votre avis? Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il aille vite, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup, ce qui est très différent. Mais en réalité, le rythme des réformes, en fait, suit un cours assez traditionnel. D'accord. Et je ne sens pas une vigueur particulière nouvelle. Par contre, je le vois s'agiter beaucoup, dans les médias notamment, ce qui est très différent. C'est-à-dire concrètement, vous estimez que les réformes qu'il met sur le métier ne vont pas assez loin? Que voulez-vous dire par le fait que les réformes n'ont pas assez de contenu? On a pourtant l'impression que les parlementaires, dont vous, sont sollicités régulièrement sur plusieurs réformes en même temps. C'est le sens de notre question. Nous sommes traditionnellement sollicités par de nombreux ministres et sur de nombreuses réformes en même temps, comme dirait le président. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas le sentiment d'avoir aujourd'hui un pays qui se réforme mieux, plus vite. En réalité, on a des annonces qui se multiplient, mais sans donner le sentiment d'avoir résolu les questions de fond. Parce qu'il ne suffit pas d'ailleurs d'aller vite, il faut aller bien. Et pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, il y a une difficulté pour cette majorité à, y compris, comprendre ce qu'est le pays réel. On le voit, il était à Fresnes hier, mais il découvre aujourd'hui la surpopulation dans les prisons, vraiment. Et il découvre aujourd'hui que les gardiens de prison ont des difficultés pour gérer en fait, des populations trop nombreuses. C'est quand même assez discutable. Alors, on va évidemment parler en détail du cas de la SNCF dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter un sentiment, savoir si vous le partagez justement sur ces multi-réformes. C'est le sentiment de Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière. Il était sur France Info avec Jean-Michel Apathy lundi. Sur le plan européen et international, il fait des choses qui sont intéressantes. Maintenant, je crains que, vous savez, il y a un danger. Quand on pense qu'on peut tout faire, c'est là qu'on fait des conneries. Vous avez vu peut-être le bandeau, j'explique pour nos auditeurs, le bandeau qui disait « Vers un printemps social ». Est-ce que vous pensez qu'on peut revivre des épisodes similaires à ceux de 1995, si les réformes en question mécontentent trop de Français? Mais comme les réformes actuelles ressemblent beaucoup à celles de 95, effectivement, il y a un risque d'avoir un printemps social. Et donc il y a bien des réformes, c'est pas que des annonces. Non, pour l'instant, il y a des annonces et on verra s'il y a des réformes. Mais le problème, moi, je suis pour qu'on avance. Je suis, par exemple, sur la question de la SNCF que vous évoquez, je suis pour qu'on puisse avancer. Il y a effectivement une dette qui est abyssale et donc qui met en danger, y compris la pérennité du service public. Mais ce qu'on attend de ce gouvernement, c'est pas qu'il nous dise, qu'il stigmatise les uns ou les autres ou qu'il mette en opposition les Français entre eux. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il donne une vision de ce qu'est le service public dans ce pays. Ce qui est quand même très différent là aussi, qui nous disent par exemple que la question de la rentabilité n'est pas une question absolue. Parce que si on va dans ce sens-là, demain, que fera-t-on dans le domaine de la santé? On dira que parce que vous êtes vieux, malade, et que les soins qu'on vous propose sont trop coûteux, on arrête et on débranche. Non, donc ce qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui, c'est de savoir, par exemple, sur la dette, ce que l'État est prêt à reprendre ou pas. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté de la SNCF, c'est qu'elle est amenée à des frais financiers qui sont trop élevés. Yannick. Oui, avant de vous poser des questions plus précises sur la réforme de la SNCF, Olivier Faure, je voudrais revenir sur les réformes en tant que telles. Aujourd'hui, cette semaine, on a appris le contenu de la réforme, notamment de l'assurance chômage, et quelques idées, quelques esquisses de la réforme de la formation professionnelle. Vous n'avez pas le sentiment que ces réformes ne vont pas au bout et qu'elles sont loin d'être le Big Bang annoncé par Emmanuel Macron? Est-ce que ce n'est pas là finalement que le bas risque de blesser? C'est qu'il a eu beaucoup de promesses et que finalement il y a loin de la coupe aux lèvres. Est-ce que vous êtes sur ce registre-là, vous? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, il y a peut-être une volonté d'aller vite dans les annonces, mais on voit bien que même sur les annonces et sur les réformes à venir, eh bien, on est très très loin de ce qu'étaient les engagements sur l'assurance chômage, vous venez d'en parler.
Mais concrètement, sur l'assurance chômage, pardonnez-moi, est-ce que vous estimez qu'il fallait aller encore plus loin en termes de protection ou en termes de contrôle? Parce que là, on apprend quoi? On apprend qu'il va y avoir 30 000 environ démissionnaires qui vont avoir droit à une protection chômage, et puis que les indépendants ou les artisans vont avoir droit pendant 6 mois à quelques centaines d'euros par mois. Est-ce que vous estimez que le président aurait dû aller plus loin? Fondamentalement, c'est quoi? Est-ce que la réforme va trop loin ou pas assez loin, selon vous? Mais vous vous rendez compte que la promesse était de dire que tous les 5 ans, vous pouviez démissionner pour pouvoir éviter une situation de conflit interne, parce que vous étiez avec la volonté de construire un autre projet. Et donc, il doit y avoir, en fait, tous les 5 ans, vous aviez un droit qui était ouvert. Là, cette fois-ci, de quoi parle-t-on? On parle, en fait, d'un droit qui va être tellement restreint que vous aurez 20 000, 30 000 personnes qui pourront en bénéficier. Il y a chaque année, en France, 1 million de gens qui démissionnent. Donc, 30 000 sur 1 million, vous faites le rapport. Et on est évidemment dans une situation où le président s'était engagé sur des sujets sur lesquels il a souhaité faire rêver les Français. Et puis après, il leur dit, non, la réalité est très différente. Est-ce que ce n'est pas à cause des syndicats, des patronats, des partenaires sociaux, justement, qui sont trop frileux? Le problème, c'est d'avoir engagé le pays sur des réformes qui, parfois, sont intenables. Et on est dans une situation où, aujourd'hui, voilà un président qui nous dit qu'il est le nouveau monde, qu'il est le parler vrai, qu'il est celui qui met enfin d'accord les uns et les autres parce qu'il n'est pas dans la surenchère. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure que ce président a survendu un projet et qu'en réalité... C'est une réformette. C'est une réformette. C'est une réformette. Et la réalité, c'est que depuis le début, il nous montre que, loin d'être celui qui ouvre de nouveaux horizons, est en réalité en train de nous ramener vers l'ancien régime. Et qu'il est celui qui, loin d'avoir dépassé le clivage gauche-droite, nous ramène en réalité simplement à une droite comme les autres. Parce qu'il est en fait en train de décliner un projet qui aurait pu être celui... Qui était le côté sécurité de la flex-sécurité d'Emmanuel Macron, rappelons-le. Oui, eh bien là, on a bien vu la flexibilité avec la loi travail de Mme Pénicaud. Par contre, la sécurité, on ne la voit nulle part. Et donc, on a des engagements qui sont des engagements totalement déséquilibrés, et surtout des actes qui sont déséquilibrés. On voit bien qu'il n'est pas capable de tenir les deux plateaux de la balance. On a quelqu'un qui stigmatise un certain nombre de professions et en même temps qui les présente comme des privilégiés et puis dans le même temps qui fait des cadeaux fiscaux aux plus fortunés. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun équilibre dans cette politique-là et que alors en tout cas nous réalité, on a un équilibre de timing à respecter. Excusez-moi Olivier Faure, je vous en prie, dans un instant on va parler justement de la SNCF plus en détail. Merci de regarder, d'écouter France Info. À 8h40 c'est l'info, Laurent Sénéchal. Swan Arlo, César du meilleur acteur pour Petit Paysan. Jeanne Balibar, meilleure actrice pour son interprétation de Barbara. La 43e cérémonie des Césars a récompensé 6 fois le film 120 battements par minute et 5 fois Au revoir là-haut. Les participants à cette cérémonie arboraient tous un ruban blanc, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Manifestation interdite à Bure en Moselle, c'est un déni de démocratie, estime sur France Info l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi. Les opposants au projet de traitement de déchets nucléaires ont rendez-vous ce week-end sur le site, une semaine après leur évacuation par les forces de l'ordre. L'ONU condamne l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso. Une trentaine de morts hier dans une attaque qui visait l'ambassade de France et l'état-major de l'armée du Burkina Faso. L'attentat n'est pas revendiqué, mais il intervient alors que se déroulait une réunion militaire du G5 Sahel, la force anti-djihadiste. L'Union européenne se prépare à riposter après les mesures protectionnistes de Donald Trump. Le président américain veut taxer les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Bruxelles annonce des contre-mesures qui concerneraient les motos Harley-Davidson, le whisky américain ou les jeans de la marque Levi's. Si les États-Unis veulent instaurer des barrières, nous serons aussi stupides qu'eux, déclare Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. La Ligue 1 de football, c'est la 28e journée. Hier soir, Monaco s'est imposé 2-1 contre Bordeaux. Même tarif pour Nice contre Lille. Les Lillois s'enfoncent dans la zone rouge et tout à l'heure à 17h, le PSG se déplace à Troyes. À 20h, entre autres, Metz reçoit Toulouse et Saint-Etienne accueille Dijon. Et puisqu'on parlait des réformes, plus spécifiquement Olivier Faure, on est toujours évidemment avec Jannick Halimi et Olivier Faure dans 8h30 politique. Écoutez ce que disait sur cette réforme envisagée de la SNCF cette semaine chez nos confrères de BFM TV, la ministre des Transports Elisabeth Borne. 4 millions de Français qui prennent le train chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils constatent, les Français? Ils constatent que la qualité de service, elle n'est pas au niveau attendu. Alors on pourrait se dire, c'est parce qu'on a voulu faire des économies. Eh bien justement pas, on n'a jamais dépensé autant d'argent, les contribuables n'ont jamais dépensé autant d'argent
dans le service public ferroviaire. On en revient, Olivier Faure, finalement, à la stratégie de communication du gouvernement. Sur le nombre de réformes en même temps, il nous explique, le gouvernement, qu'ils ont été élus pour ça, que les Français ont donné un blanc-seing. C'est un peu pareil sur la SNCF, finalement, on vient un peu de l'entendre. On a l'impression que le gouvernement joue la corde de l'usager contre, finalement, les oppositions syndicales. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode ? Bon, d'abord, il n'est jamais très bon d'opposer les Français entre eux. Le rôle des politiques, c'est plutôt de les fédérer et de les emmener ensemble vers un projet commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Surtout, ce que j'observe, c'est qu'on est dans un discours qui est un trompe-l'œil, parce que ce n'est pas les usagers qu'on est en train de viser, c'est bien une vision totalement comptable, parce que ce que nous dit... Vous parliez vous-même de la dette, Olivier Faure, tout à l'heure, en insistant. Non, mais je disais que sur la dette, il y a des choses à faire. Je dis simplement que... essayons d'être précis. Voilà un gouvernement qui nous dit, eh bien, on va concerter les syndicats, mais on a 2 mois, et puis au bout de 2 mois, de toute façon, on passe par ordonnance. Non, ça dépendra, pardonnez-moi, ça dépendra du résultat des négociations. Non, bien... ce ne sont pas des négociations, c'est une concertation. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, il y a un ultimatum, c'est ou vous êtes d'accord au bout de 2 mois avec ce qu'on vous propose, et si vous ne l'êtes pas, de toute façon, on passe en force. Voilà comme ça que vous voyez les choses. Ouais. Bah, voilà, il n'y a pas de marge de manœuvre, de discussion. Voilà comment tout le monde le comprend. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est une négociation sans ultimatum, avec la possibilité d'avancer. La dette, puisqu'on parlait de la dette, effectivement, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle pèse sur les résultats de la SNCF, parce qu'il y a en fait des frais financiers chaque année qui sont tellement élevés qu'ils empêchent l'investissement. Cette dette, elle n'est pas liée aux cheminots, elle est liée au fait que l'État, depuis de nombreuses décennies, a fait des choix de création d'infrastructures nouvelles. C'était bien, il fallait le faire. Simplement, est-ce qu'on négocie la reprise de la dette par l'État pour soulager la SNCF ? Donc on verra. Le Premier ministre... Deuxième point, est-ce qu'on est prêt... Alors, il y a aujourd'hui 3 EPIC qui sont là pour diriger en fait la SNCF. Est-ce que demain, on regroupe tout ça dans une seule société ? Ça a quel sens ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'apprête à privatiser ou pas ? Ou est-ce qu'on crée une société où les parts sont incessibles ? D'accord. Est-ce que ça aussi, il faut en être certain ? Parce que rien ne serait pire que de voir en fait la SNCF privée de ses dettes, puis ensuite privée de ses petites lignes, et puis après privatiser. C'est-à-dire qu'on mutualiserait la dette et en fait, on privatiserait les profits. Ce qui serait complètement inadmissible pour un patrimoine qui est le patrimoine des Français. La SNCF, c'est nous. C'est nous qui l'avons constitué. Olivier Faure, pour être plus précis, vous allez peut-être diriger le Parti socialiste et vous êtes député. Est-ce que oui ou non, vous êtes pour une remise en cause du statut des cheminots à court terme, à moyen terme, oui ou non? Quand vous dites qu'il faut avancer, est-ce que ça fait partie des progrès que vous voyez mettre en œuvre au sein de la SNCF pour résorber tous les problèmes que vous venez de souligner? Là, c'est aussi un écran de fumée. Comment peut-on nous expliquer que c'est à cause du statut des cheminots que la SNCF va mal? Donc vous ne toucheriez pas au statut des cheminots? Je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il faut remettre négocier... en cause pour les cheminots qui rentrent, pour les entrants, notamment la permanence de l'emploi, les carrières automatiques, voilà. Et on ne parle pas du régime de retraite qui sera un autre volet. Est-ce que oui ou non, vous toucheriez au statut des cheminots pour les entrants? Mais j'aimerais comprendre ce que cela concerne, parce que j'aimerais comprendre si c'est une opération qui vise l'ensemble de la fonction publique. Est-ce que c'est une opération qui vise à remettre en cause progressivement? Mais oui, mais enfin, c'est un peu tout le problème. C'est qu'on voit bien que c'est un jeu de domino et que donc on commence par les uns pour finir par les autres. Donc vous ne dites pas non, mais vous ne dites pas oui. Je dis simplement que ça n'est pas la question de la SNCF et que ce n'est pas à partir du statut des cheminots qu'on pourra résoudre la question de sa pérennité et que donc les questions de fond, elles ne viennent pas de là. Ce n'est pas parce que les cheminots ont un statut qu'aujourd'hui la SNCF est en difficulté. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ça veut dire derrière. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là seront corvéables à merci? Est-ce qu'ils auront la possibilité... est-ce qu'on les obligera, par exemple, à être 3, 4, 5 nuits hors de chez eux, loin de leur famille? Ou est-ce que ça veut dire que, en réalité, voilà, je veux comprendre. Moi, quand on négocie, on a besoin d'avoir des cartes qui soient sur la table. On ne peut pas simplement. Est-ce que vous avez des lignes rouges? Est-ce que vous avez des lignes rouges? Mais la ligne rouge, c'est la possibilité de permettre à des gens de travailler dans de bonnes conditions et de le faire sans avoir... Quel que soit leur statut, finalement. Quel que soit leur statut, évidemment, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas garantis et qu'à chaque fois qu'on vise... Moi, ce qui m'énerve dans ce débat-là, c'est que je vois trop bien la rhétorique qui est déployée, qui est la même que celle de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on désigne à la vindicte populaire des gens qu'on présente comme des fainéants.
Et ensuite, on dit, il est là le problème. Et c'est ça le sujet. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est ailleurs. Et pour l'instant, on n'en parle pas. On va changer le sujet, il y a des petites lignes, pardon de vous couper d'un mot, mais sur les petites lignes, le Premier ministre nous dit, mais on n'y touchera pas. Ce sera aux régions d'en décider. Exactement. Mais on dit, on va transférer aux régions la charge. Vous trouvez que c'est une patate chaude, pour parler trivialement Mais ce n'est pas une patate chaude, c'est simplement qu'on leur dit, en gros, on vous transfère sans moyens des compétences que vous n'avez pas. Et puis ensuite, débrouillez-vous avec. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, les régions? Elles vont être simplement chargées d'annoncer les mauvaises nouvelles à la place du gouvernement. Donc on est là aussi, encore, dans un trompe-l'œil qui est terrible, parce que, en fait, c'est une politique qui ne dit pas son nom. Mais cette politique, elle dit simplement qu'elle n'a pas de vision du service public, qu'elle n'a pas de vision de ce que peut être vision qu'avait la vie en François Hollande il y a vision encore un an. Vision qu'avait la gauche, vision qu'a encore la gauche, et vision que nous allons défendre. On va parler de la gauche dans un instant, mais juste un sujet sociétal qui est important, puisque cette semaine, vous avez été l'un des 156 députés signataires d'une tribune dans le monde pour l'adoption, je cite, sans délai d'une nouvelle loi sur la fin de vie. Expliquez-nous pourquoi. Ça veut dire que vous n'avez pas de signe en ce sens de la part des débats en cours sur la bioéthique notamment? Mais ce que je vois, c'est que dans notre pays, nous avons beaucoup de mal avec ce sujet depuis longtemps. Je suis un laïc convaincu. C'est-à-dire que je pense que le choix que vous ferez pour votre vie ou pour votre mort dépend de vous exclusivement. Et de personne d'autre. Et donc je souhaite que chacun puisse avoir le choix de sa propre destinée, de la naissance jusqu'à la mort. Et cela suppose que ce libre choix soit effectivement accordé à chacun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La loi Leonetti de janvier 2016, je crois, ou enfin en tout cas de début 2016, ne suffit pas à... Il y a toujours une forme d'hypocrisie, c'est ce que vous dites? Je dis qu'il y a une forme d'hypocrisie parce qu'effectivement, on sait bien que dans notre pays, en réalité, l'euthanasie est pratiquée. Mais elle suppose le courage de ceux qui la pratiquent. Et je crois qu'il serait plus sage pour nous tous d'avoir la possibilité de l'exercer sans avoir à encourir de peine. Encadrer, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de se débarrasser de malades encombrants, mais de tenir compte de ce qu'est la volonté de chacun. On peut considérer que la souffrance est une forme de rédemption. Il y a des gens qui le croient parce que ça correspond à leur foi intime. Ce n'est pas seulement les seuls arguments avancés par les opposants à une euthanasie pure et dure. Mais la vérité, c'est que le droit du malade. L'arrière-fond de toute cette histoire est quand même l'idée que nous sommes dans un pays judéo-chrétien et qu'il y a on accorde une place importante, y compris à la souffrance avant la mort. Je peux le comprendre. La foi est complètement légitime. Simplement, est-ce qu'on peut l'imposer à tous? Est-ce qu'on doit, à chaque fois, au nom de ce qui serait un ordre moral, considérer qu'il s'impose à toute la société française? Je ne le crois pas. Je crois que nous devons chacun laisser libre de sa propre vie, de sa propre mort. On parle du Parti socialiste dans un instant. Olivier Faure, à 8h50, l'info Laurent Sénéchal. L'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso n'est toujours pas revendiqué. Une trentaine de personnes tuées dans cette attaque contre l'ambassade de France et contre l'état-major de l'armée burkinabé. Les établissements scolaires français sur place restent fermés jusqu'à mercredi. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Silvio Berlusconi à Naples pour son dernier déplacement avant les législatives en Italie. Elles ont lieu demain. L'ancien président du Conseil est inéligible après sa condamnation pour fraude fiscale, mais il reste un faiseur de roi. Son parti de droite pourrait s'allier aux xénophobes de la Ligue du Nord. Emmanuel Macron a passé sa soirée en prison hier. Le chef de l'État est venu se rendre compte de la surpopulation carcérale à Fresnes, dans le Val-de-Marne, la plus grande prison d'Europe. Les syndicats estiment qu'Emmanuel Macron a reconnu les difficultés de leur mission hier soir. Ils avaient promis de revenir une semaine après leur évacuation. Les opposants veulent se rassembler ce week-end à Bure, en Moselle. C'est là que doit être construit un centre d'enfouissement des déchets nucléaires. La manifestation des opposants est interdite par la préfecture. Les grands gagnants des Césars s'appelle 120 battements par minute et Au revoir là-haut, 6 Césars pour le premier, 5 pour le second. Jeanne Balibar, sacrée meilleure actrice pour son interprétation de Barbara. Swan Arlo, meilleur acteur pour Petit Paysan. Cette 43e cérémonie des Césars a été marquée par la lutte contre les violences faites aux femmes. France Info. 8h30 politique, toujours sur France Info, toujours avec notre invité, le député socialiste Olivier Faure, et toujours avec Yannick Halimi. Oui, Olivier Faure, dans quelques semaines, il va avoir donc l'élection à la tête du Parti socialiste. Vous êtes un des 4 candidats face notamment, à Stéphane Le Foll, à Luc Carvounas et Emmanuel Morel. On aimerait savoir aujourd'hui quelle est votre particularité, en quoi vous distinguez notamment de Stéphane Le Foll, par exemple. Et quelle est cette renaissance que vous prenez?
Vous me donnez 1 heure? Non, par rapport à Stéphane Le Foll, quelle est votre singularité? Bon, écoutez, d'abord, moi j'ai pris le parti dans cette campagne de ne pas parler des autres et de me définir d'abord par rapport à ce que je veux pour le Parti socialiste. Mais si je devais donner un seul élément, eh bien, je dirais simplement la cohérence. Dans la majorité, comme dans l'opposition, j'ai tenu le même langage, le même discours. Je n'ai pas attendu l'opposition pour émettre des alertes, pour essayer de chercher à tirer vers le haut et à rassembler les socialistes entre, je pense, au débat sur la déchéance de nationalité, je pense au débat sur la loi travail. Dans chaque cas, j'ai cherché à emmener ce parti vers une solution qui le tire vers le haut. Non pas pour chercher le plus petit dénominateur commun, mais pour chercher au contraire le plus grand dénominateur, ce qui pouvait nous rassembler et nous tirer vers le haut et nous éviter de rompre. Synthèse, je ne cherche pas à la hollandaise. Mais je rappelle que vous étiez un rocardien musclé, avéré, convaincu. C'est précisément pas le cas, puisque je viens de vous rappeler que sur des échéances qui ont été des ruptures, qui ont été des déchirures avec l'ensemble de la gauche, eh bien, j'ai cherché des solutions qui nous tiraient vers le haut. Sur les échéances de nationalité, et j'ai proposé... Tirer vers le haut, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Je vous prie de m'excuser. Eh bien, ça veut dire simplement que plutôt que de nous diviser à l'infini sur des causes qui ne le méritaient pas, eh bien, j'ai cherché à faire en sorte que la gauche puisse se rassembler sur des objectifs qui étaient des objectifs clairs. Sur les échéances de nationalité, j'ai cherché à avoir une peine qui ne frappe pas de manière différenciée les gens en fonction de leurs origines, parce que ça ne pouvait pas être un message que nous pouvions porter, nous, la gauche. Mais pour l'avenir. Et pour l'avenir, ce sera la même chose. Parce que vous prenez moins d'inégalités, mais c'est un peu ce que prône tout le monde, y compris à droite, mais notamment, par exemple, Stéphane Le Foll en fait une de l'épine dorsale de son programme. Mais heureusement que nous avons des points communs quand même. Nous sommes dans le même parti et demain, nous devrons encore nous rassembler, nous devrons travailler ensemble. Mais alors où sont vos points qui ne sont pas communs? Mais nous avons des points communs. D'abord, je veux revenir là-dessus, parce que c'est important de dire que nous sommes dans un parti, et j'ai des points communs, y compris avec Luc Carvounas, et des points communs avec Emmanuel Morel. Ce serait bien un comble que de ne pas avoir de points communs avec des gens qui sont le même parti que vous. Après, nous avons des façons distinctes de penser l'avenir, y compris sur la méthodologie qui doit nous amener à retrouver en fait une crédibilité. Et donc, je propose en fait un projet sur 3 ans qui permettra, au fur et à mesure, aux militants, aux sympathisants, de se réapproprier un projet, d'y participer, d'y contribuer, de retrouver la société civile organisée, de permettre de rouvrir les portes de ce parti et d'en faire quelque chose qui soit différent de ce que nous avons connu. Pas seulement un mouvement, un parti en mouvement, si vous voulez. Un parti qui est à nouveau ouvert, qui est à nouveau le centre, le lieu de l'ébullition intellectuelle, le lieu où celles et ceux qui nous ont quittés depuis longtemps pourront retrouver une porte où ils pourront chercher à donner un débouché politique à leurs revendications. Avec une démarche d'humilité également, parce que le PS, avec une démarche d'humilité, vous avez été réélu député, mais le PS a souffert à la présidentielle et aux législatives. On a l'impression que l'opposition à Emmanuel Macron se cristallise un petit peu à droite. On l'a encore un peu vu dans des symboles cette semaine au Salon de l'Agriculture avec Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. On a l'impression que la gauche peine à être audible. Comment vous porterez cette voix mieux vous-même? Eh bien, pour porter mieux cette voix, d'abord, ça suppose que nous soyons rassemblés. Parce que ce que rassemblés jusqu'où? Mais rassembler, ça veut dire que nous puissions... Par exemple, Benoît Hamon a-t-il vocation à entendre vos arguments? J'espère que Benoît Hamon entendra, mais pour l'instant, Benoît Hamon a fait un autre choix. Je le respecte. Je dis simplement que la moindre des choses, c'est de commencer par rassembler sa propre famille politique. Si vous n'êtes pas capable de rassembler votre propre famille, comment est-ce que vous pouvez ensuite prétendre rassembler la gauche et ensuite rassembler une majorité de Français? Très bien, mais comme le disait Mathéo, votre famille se trouve où? Entre un Emmanuel Macron qui a annexé quand même une partie de votre électorat et d'ailleurs de vos députés, entre la France insoumise également qui vous fait concurrence à gauche, quelle est votre surface et votre espace? Mais moi, je ne crois pas à l'idée des espaces. Je ne suis pas coincé entre Emmanuel Macron ligne, et Jean-Luc Mélenchon. Ce que je dis, c'est que nous devons à nouveau parler à des gens qui ont effectivement accompagné ce Parti socialiste pendant des années et qui l'ont quitté pour les Insoumis ou pour La République En Marche. Et donc notre vocation, c'est de retrouver tous ces gens-là, de leur parler à tous et de chercher à les fédérer dans un projet commun. C'est ça notre objectif. Ça ne peut pas être simplement d'être les gardiens d'un temple qui ferait 6,35% des voix. Ça n'aurait aucun sens. Il nous reste que quelques secondes. Vous êtes élu d'Île-de-France. Anne Hidalgo est un petit peu chahutée en ce moment. Elle a même été un petit peu sifflée hier soir lors des Césars. On prête à La République En Marche et à Benjamin Griveaux des ambitions municipales à Paris pour 2020. Vous soutenez jusqu'au bout, à 100%, Anne Hidalgo. Vous souhaitez qu'elle soit réélue? Oui, je le souhaite. Il nous reste quelques secondes, attention.
elle mène un combat courageux et un combat qui mérite d'être salué parce qu'il a été celui qui a donné un signal, y compris à l'industrie automobile, en lui donnant une échéance, en lui disant, voilà, attention, parce que demain, continuer à rouler au diesel, continuer même y compris à rouler à l'essence, ça ne marchera plus parce que nous serons amenés à prendre des mesures drastiques, ne serait-ce que parce qu'il y a une échéance qui est une échéance qui n'attend personne, qui est l'échéance climatique. Et donc si nous ne voulons pas connaître des désastres qui seront non pas seulement français, mais même pas européens, mais mondiaux, on n'a pas parlé des migrations aujourd'hui, mais le climat est une cause pour laquelle il ne peut pas y avoir de trêve. Merci Olivier Faure d'être venu ce matin sur France Info pour 8h30 politique. Merci Jannick Halimi, on se retrouve samedi prochain.